Sud Radio, 19h, 20h, Actu et compagnie, Éric Champin. Bonsoir à tous, bienvenue dans Actu et compagnie. Très heureux de vous retrouver ce soir pour ouvrir de nouveaux débats. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h pour décortiquer l'actualité. L'actualité, c'est une nouvelle fois ce soir les couacs successifs entourant François Hollande. Le chef de l'État connaît une rentrée cauchemardesque. Lui qui rêvait d'embellir les servis. Le président de la République n'en finit plus de faire face aux mauvaises nouvelles entre annonces de la croissance zéro, critiques à l'intérieur de sa majorité sur le cap fixé, mauvais chiffres du chômage et déballage de sa vie privée. Voilà maintenant la démission du secrétaire d'État Thomas Thévenoud en raison de problèmes fiscaux. Oui, cette étoile montante du PS aurait oublié de remplir sa déclaration d'impôt et nous, on vient juste de les recevoir. Justement, ironie du sort, ce Thomas Thévenoud était vice-président de la mission d'information sur la fraude fiscale. Là, c'est juste consternant. Alors nous allons en parler avec nos premiers intervenants. François Hollande, acculé dans les cordes, sonné tel l'adversaire de Mike Tyson, peut-il se relever? Vous pouvez bien sûr intervenir, apporter vos commentaires sur l'antenne de Sud Radio. Pour cela, un numéro de téléphone, c'est le 0826 300 300, 0826 300 300. Sud Radio, Éric Champin, Actu et compagnie. Sud Radio, apprendre et comprendre. Qui peut sauver le soldat Hollande? Historiquement bas dans les sondages, remaniement à cause des frondeurs, le livre de Valérie Trierweiler, l'affaire Thévenoud maintenant, membre du gouvernement qui oublie de déclarer ses impôts, le chômage toujours plus haut, une croissance en berne. Rien ne va plus au palais de l'Élysée en cette rentrée. Nous allons en parler ce soir sur l'antenne de Sud Radio avec Laura Slimani. Bonsoir. Bonsoir. Présidente des Jeunes Socialistes et conseillère municipale à Rouen. Et puis en ligne avec nous également Paul Ariès. Bonsoir Paul. Bonsoir. Politologue, rédacteur en chef des Indignés. Alors j'ai dressé un rapide tableau de la situation extrêmement complexe dans laquelle est plongé le chef de l'État François Hollande. Alors pour débuter ce débat, une question toute simple, Paul Ariès. Faut-il sauver le soldat François Hollande? Je crois que la descente aux enfers du couple Hollande-Valls est paradoxalement un signe de bonne santé politique et intellectuelle des Françaises et des Français. C'est-à-dire qu'on leur a vendu une politique et on leur en impose une autre. François Hollande n'a aucun mandat ni du Parti socialiste, ni des électeurs pour faire du néolibéralisme. Sa politique est en fait celle de Valls. Et Valls n'avait obtenu que 6% des voix lors des primaires socialistes. Autrement dit, 94% des électeurs socialisants étaient contre la politique de Valls. Je crois qu'on lit partout que Hollande entraînerait Valls dans sa chute. C'est en fait Valls qui inspire depuis 2012 et qui maintenant dirige la politique de Hollande. C'est la première fois dans toute l'histoire qu'un gouvernement socialiste n'a pas l'ensemble des sensibilités qui sont représentées, mais une seule, sous prétexte de gouvernement homogène. Ça, c'est du Valls. C'est la première fois dans l'histoire du Parti socialiste qu'un Premier ministre donne la priorité au MEDEF et fait une déclaration d'amour au patronat. Ça, c'est du Valls. C'est la première fois dans l'histoire du Parti socialiste que le Premier ministre va prendre en otage sa propre majorité en plaçant les députés devant un choix impossible, le soutien ou la dissolution. C'est enfin la première fois que les militants socialistes ne savent pas quand aura lieu leur prochain congrès, contrairement à ce que prévoient les statuts qui disaient à mi-mandat, c'est-à-dire à l'automne. Oui. Et ça, c'est encore du Valls. Alors je crois que c'est pas seulement le crépuscule d'Hollande, c'est à terme l'enterrement du PS avec son explosion programmée avant, pendant ou après son prochain congrès. Et c'est pas une situation exceptionnelle. Dans tous les pays qui ont connu la même évolution idéologique, politique, l'Angleterre ou l'Allemagne, il y a eu également les mêmes problèmes. C'est-à-dire que l'adoption d'une ligne néolibérale, c'est la faillite de ce qu'a été historiquement la gauche. Laura Slimani, vous qui avez soutenu et qui soutenez, j'imagine, toujours François Hollande, vous l'avez quand même bien soutenu durant sa campagne pour les présidentielles. Avec toutes ces affaires, dans quel état d'esprit êtes-vous là ce soir? Et vous savez, moi, c'est pas tant les affaires qui me font parler. J'ai déjà pu m'exprimer lors
discours de La Rochelle du président des Jeunes Socialistes dimanche dernier. Et effectivement, j'ai tiré une sonnette d'alarme. En tout cas, j'ai dit avec gravité un certain nombre de choses. Visiblement, vous n'avez pas été entendu, pardonnez-moi Laura, mais depuis la semaine dernière, il s'en est passé des choses. Vous savez, si c'était les Jeunes Socialistes qui décidaient de la politique économique du gouvernement, je pense qu'on aurait plus de points communs avec ce que souhaite Paul Ariès, puisque moi, je suis plutôt admirative de sa pensée. Voilà. Mais la question est aujourd'hui comment on réussit à rassembler les Français effectivement autour de la politique qu'ils ont choisie en 2012, puisque aujourd'hui, on peut pas ignorer le niveau de désillusion qui règne, notamment dans ma génération. Et d'ailleurs, là, je ne rejoins pas Paul Ariès, puisque nous ne menons pas exactement la même politique que la droite. Et c'est en fait faux de le dire, parce que quand on crée 60 000 postes dans l'éducation nationale, quand on augmente 2 années de suite les bourses étudiantes et qu'on les revalorise, quand on lutte contre la pauvreté en revalorisant notamment les minima sociaux, on ne mène pas la même politique que la droite. Simplement, effectivement, nous aimerions, nous les jeunes socialistes, que toutes les promesses du 6 mai 2012 soient tenues, qu'il s'agisse du droit de vote des étrangers, du fait que nous n'augmentons pas la TVA ou que nous appliquons l'encadrement des loyers. Et effectivement, il me semble qu'aujourd'hui, il est urgent que M. Hollande et que M. Valls réussissent à rassembler la gauche et à rassembler tous les électeurs qui les ont choisis. Il me semble que c'est la seule chose à faire. Et s'ils souhaitent le faire, eh bien, les jeunes socialistes les soutiendront bien évidemment dans tout ça. Oui, mais Laura, si on faisait un bilan des 2 premières années de François Hollande à l'Élysée, vous êtes déçus ou pas? Dites-nous. Oui, nous, au mouvement des jeunes socialistes, on n'a jamais caché une certaine déception du fait que la gauche, quand elle est au pouvoir, n'ait pas suffisamment utilisé cela pour élargir le champ des possibles, parler de réduction du temps de travail, parler d'augmentation des salaires et d'augmentation du SMIC, notamment parce que c'est une mesure très positive pour les jeunes. Et l'autre grande déception peut-être, mais qui reste encore un espoir, c'est le fait que la gauche n'a pas encore tapé du poing sur la table en Europe et qu'il me semble que c'est la seule chose à faire aujourd'hui pour mettre fin à des politiques austéritaires qui sont destructrices et notamment très dommageables pour les jeunes. Paul Ariès, finalement, moi je me pose une question. Est-ce que François Hollande ne nous a pas ou a pas berné une partie des Français durant la campagne et que maintenant on assiste réellement à l'application de sa politique ? Bien sûr, mais moi je suis d'accord avec ce que dit effectivement la représentante des jeunes du Parti Socialiste. On voit très bien que quand on fait une vraie politique de gauche, je pense au mariage pour tous, eh bien ça marche, ça fonctionne, ça mobilise. Moi j'ai envie de rapprocher les 3 événements que vous citiez, c'est-à-dire la déclaration de Rebsamen pour dire qu'il fallait renforcer le contrôle sur les chômeurs, la démission de Thévenoud, et puis, je dirais, le livre choc avec ses révélations de Valérie Trierweiler. Je dirais, le vrai scandale, ce ne sont pas les chômeurs, mais le chômage. Ce ne sont pas les escroqueries à la Sécu, ça existe, mais ce sont les droits sociaux non demandés. Le vrai scandale, c'est ce gouvernement, comme celui de Sarkozy, a choisi de ne pas respecter les droits des gens modestes. Le taux de non-recours au RSA est de 36% pour le RSA social et de 68% pour le RSA activité. C'est-à-dire qu'il y a plus de 1,7 million de personnes qui sont volées. Le taux de non-recours pour la couverture médicale universelle est de 24%, soit également 1,4 million de personnes volées. Et le taux de non-recours pour l'aide complémentaire à la santé est de 70%. Bref, ce sont des milliards qui sont volés aux gens modestes et aux pauvres. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est ce qui va se passer pour 2017. Je crois qu'il y a 2 scénarios possibles, avec toujours la présence de Marine Le Pen au second tour. Le premier scénario, c'est un candidat de droite élu face à Le Pen, mais avec très vite un gouvernement mixte. Alors on parlera d'une extrême droite républicaine et on utilisera l'extrême droite non républicaine, celle de Soral ou de Dieudonné, comme couverture pour faire passer ce mauvais coup. Et le deuxième scénario, c'est celui sur lequel mise, me semble-t-il, Hollande. C'est un second tour, Hollande ou Valls, face à Le Pen. Mais ça, c'est l'élection de Le Pen assurée, car jamais la droite ne votera pour Hollande, ni même pour Valls, contrairement à ce que croient les caciques du Parti Socialiste. C'est-à-dire que ce n'est pas en droitisant la politique du PS qu'on va effectivement faire revenir les électeurs aux urnes. Bon, on reviendra tout à l'heure dans la deuxième partie du débat sur le Front National et les derniers sondages, qui est d'ailleurs tombé aujourd'hui et qui donne Marine Le Pen dans tous les cas de figure, quel que soit son adversaire, en tête au premier tour. Je voudrais tout de même qu'on s'arrête sur la dernière affaire en date. Thomas Thévenoud, secrétaire d'État au commerce extérieur, étoile montante du Parti Socialiste. Ironie de l'histoire, il avait été membre de la commission d'enquête sur l'affaire Cahuzac, vice-président de la mission d'information
d'information sur la fraude fiscale. Et là, on a appris qu'il avait oublié de déclarer ses impôts pendant 3 ans. Laura Slimani, c'est encore une erreur de casting, ça? En tout cas, c'est une faute politique majeure. Pas que politique, citoyenne, tout simplement. Oui, citoyenne, mais faute politique d'être entré dans un gouvernement quand on est dans cette situation et même de s'être présenté devant le suffrage des électeurs. Et moi, j'ai dit d'ailleurs aujourd'hui que je souhaitais que Thomas Thévenoud, non seulement, heureusement qu'il a démissionné de son poste de ministre, mais que je pense qu'il ne peut plus être député aujourd'hui et qu'il faut être un petit peu exemplaire. Mais ce qu'il y a de plus dramatique là-dedans, c'est que ça cache l'action du gouvernement pour lutter contre la fraude fiscale, qui est réelle, et contre l'évasion fiscale, puisqu'on a rapatrié des sommes significatives d'argent dans les caisses de l'État grâce à notre lutte contre l'évasion fiscale. Et donc en fait, c'est un peu la même question que François Rebsamen finalement. Quand on a un ministre qui préfère pointer du doigt les chômeurs, eh bien ça cache l'action de la gauche pour lutter contre les contrats précaires, pour lutter contre les stages abusifs qui est réel et qui change la vie des jeunes, pour augmenter les bourses, je le disais, ou pour créer des postes dans l'éducation nationale. Voilà. Et donc il faut qu'on ait une politique qui soit cohérente, c'est-à-dire que dans chaque domaine, on rassemble la gauche et on mène la politique pour laquelle on a été élu, parce que c'est aussi une question démocratique, et je rejoins Paul Ariès sur ce sujet. Ma génération ne souhaite pas être celle qui est victime des calculs tactiques d'une autre génération pour espérer rester au pouvoir en jouant sur le Front National, puisque à jouer avec le Front National, on risque d'y brûler la République. Paul Ariès, si l'on veut être positif avec cette histoire de Thomas Thévenoud, cette nouvelle affaire, cette nouvelle bombe, finalement le fautif, il a été contraint à la démission, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, ça marche alors? On pourrait dire que ça marche, mais je crois qu'il y a une leçon qui est quand même assez inquiétante, parce qu'on avait déjà eu Cahuzac. Et là, effectivement, on a Thévenoud. Et ce qui me choque le plus, c'est que Thévenoud ait effectivement accepté de devenir membre du gouvernement, tout en sachant très bien qu'il allait subir, avec la loi de 2013 sur la transparence de la vie publique, un contrôle renforcé. Je dirais, il y a 2 hypothèses possibles. Soit c'est un désir pathologique de se faire prendre, ça j'y crois pas beaucoup. Non, moi non plus. C'est le sentiment total d'impunité, fondé sur la perte de tout repère au nom d'une sorte de toute puissance, une sorte de foi aveugle dans sa baraka, fondée sur son appartenance à une élite autoproclamée, éloignée du peuple et donc éloignée des lois. Je crois qu'il faut vraiment considérer aussi bien l'affaire Cahuzac que l'affaire Thévenoud comme des symptômes, je dirais tout simplement, de ce qui ne va pas. Aujourd'hui, moi je rêve qu'à gauche notamment, mais pas seulement, on redécouvre, j'allais dire, l'esprit de l'État, l'esprit du service public, et pour cela, effectivement, il me semble qu'il faut rompre avec le monde des affaires, et puis il faut revenir à des grandes valeurs qui ont toujours été celles qui ont permis finalement de faire que ceux qui sont au pouvoir n'utilisent pas leur pouvoir pour leur simple profit. Paul Ariès, vous restez bien sûr en ligne avec nous, politologue, rédacteur en chef des Indignés, auteur de Nos rêves ne tiennent pas dans les urnes, c'est aux éditions Max Milo. Laura Slimani, vous restez également en ligne sur l'antenne de Sud Radio, présidente des Jeunes Socialistes et conseillère municipale à Rouen. On va marquer une petite pause, puis on reviendra sur le record d'impopularité de François Hollande. Sud Radio, Éric Champin, Actu et compagnie. Sud Radio, apprendre et comprendre, rentrer plus que compliqué pour le chef de l'État. À chaque jour, son problème. Dernière affaire alimentant le tous pourri. Thomas Thévenoud démissionne du gouvernement pour un problème lié aux impôts. François Hollande se retrouve une nouvelle fois affaibli. Thévenoud venait d'être nommé il y a 9 jours seulement au gouvernement. Si l'on ajoute le chômage, la croissance, le livre de Valérie Trierweiler, ça fait quand même beaucoup pour un seul homme. On va continuer à débattre avec Paul Ariès, politologue, et Laura Slimani, présidente des Jeunes Socialistes. Mais on va également passer par le standard au 0826 300 300. Vous pouvez bien sûr participer à cette émission et accueillir Janine. Bonsoir. Bonsoir Eric, bonsoir à vos invités. Vous nous appelez des Landes et vous vouliez intervenir sur le sujet. Vous avez peut-être voté François Hollande, vous, en 2012. Et bien sûr, puisque je suis dans les Landes, vous pensez bien qu'effectivement, oui, on a voté François Hollande. Alors on est très déçus, mais pas de l'homme. On est déçus de tout ce qui se passe. Pas de l'homme, parce que je pense que, effectivement, comme il l'a rappelé aujourd'hui, je ne crois pas qu'il se soit égaré de ses convictions. Par contre, il a eu un certain nombre d'éléments qui ont fait que ça l'a déstabilisé. Bon, le premier, c'est quand il est arrivé à l'Élysée, parce qu'il faudrait quand même que les gens arrivent à se mettre un peu de plomb dans la cervelle et surtout deviennent un peu responsables avant de parler ou d'agir. Et le malheur, il est là. C'est que quand il est arrivé, il a trouvé des caisses vides. Alors vous,
Je ne sais pas comment vous faites, mais quand votre compte en banque est vide, qu'est-ce que vous faites? Vous achetez des cadeaux pour votre famille? Non, mais bien sûr, oui, c'est vrai que la situation économique était compliquée avant, mais enfin, elle est encore plus maintenant, si j'ai envie de dire. C'est normal, c'est comme dans un foyer, c'est comme une entreprise, quand elle n'a plus de carnet de commandes qui se remplit, quand elle n'a plus que des factures à payer, elle s'amoncelle et on s'en sort plus. Bon. Et quand en plus de ça, il arrive des éléments privés comme il lui arrive en ce moment, eh ben moi, vous savez, je vais vous dire quelque chose, hein. Je trouve que c'est dommage que je sois pas président, moi, hein, parce que Valérie Trierweiler, elle aurait plus sa carte de presse. Il y a quelqu'un qui l'a dit ce matin sur votre antenne, et je peux vous garantir qu'il a raison. Oui. Ça, c'est la première chose. Oui, c'était Thomas Guénolé, qui est également politologue. Merci Janine d'être intervenue sur l'antenne de Sud Radio au 0826 300. Paul Ariès, dans cette situation, François Hollande peut-il toujours gouverner? 13% seulement d'opinion favorable dans le dernier baromètre de TNS Sofres. C'est peut-être d'ailleurs moins. Est-ce qu'il peut encore gouverner la France? Il peut gouverner, bien sûr, tant que les institutions lui permettent. Oui, au niveau des institutions, c'est sûr, oui. La cote de popularité de François Hollande à 13%, ce n'est même pas son électorat du premier tour. C'est-à-dire qu'il lui reste quoi? Il lui reste son noyau dur. Il a tout perdu sur sa gauche et sans, bien sûr, rien gagner sur sa droite. Moi, la dame des Landes a dit quelque chose que je crois très juste lorsqu'elle dit ce n'est pas l'homme qui est en cause. Moi, je me méfie de la psychologisation du politique. Vous savez, on a beaucoup parlé de Flamby, de Hollande le mot. Oui. Pour moi, le problème de Hollande, ce n'était pas un problème de nature psychologique, mais politique. On l'a cru socialiste, il ne l'est pas. Il se dit social-démocrate, il ne l'est pas davantage. Il est en fait social-néolibéral. Et quand je dis néolibéral, je voudrais insister. Je dirais que le néolibéralisme, c'est pas simplement un libéralisme plus fort. Le néolibéralisme, c'est l'idée d'utiliser l'État au profit du libéralisme, au profit du marché. Et c'est effectivement tout ce qui différencie un sarkozysme de gauche à la François Hollande, un sarkozysme de droite. Laura Slimani, au final, toutes ces affaires-là, tous ces couacs successifs, c'est un peu le nid du Front National. On le voit encore dans le sondage qui est paru ce soir. Moi, comme je vous l'ai déjà dit, je pense qu'effectivement, on ne peut pas se permettre aujourd'hui d'alimenter le Front National, qu'il s'agisse de calculs tactiques ou en ne montrant pas suffisamment à nos électeurs et aux Français que la politique de la gauche n'est pas la même que celle de la droite. Et donc, je pense aujourd'hui, je le redis, qu'il faut essayer de rassembler la gauche, de rassembler les électeurs de gauche autour d'une politique économique plus équilibrée, plus juste socialement, plus efficace économiquement, notamment en tapant du poing sur la table à l'échelle européenne, en demandant un plan de relance, en exigeant un plan de relance d'ailleurs avec les autres sociodémocrates européens pour investir dans la transition énergétique, relancer le pouvoir d'achat et investir dans les infrastructures. Et puis je pense qu'il faut également en France bien prendre le taureau par les cornes, écouter les députés qui aujourd'hui grognent un peu parce qu'ils sont déçus aussi, et puis agir pour le pouvoir d'achat des Français. Je pense qu'il faut augmenter le SMIC, dégeler le point d'indice des fonctionnaires. Voilà, on ne peut pas mener une politique de rassemblement sans en créer les conditions. Alors, il ne s'agit pas de vouloir le rassemblement, mais il faut le rendre possible. Ouais, Laura Slimani, merci d'avoir été avec nous ce soir sur l'antenne de Sud Radio, présidente des Jeunes Socialistes. Paul Ariès, il nous reste quelques secondes. Je revois la scène tout à l'heure de François Hollande qui s'est expliqué, qui a répondu au livre de Valérie Trierweiler. Ça pose quand même la question, il était depuis le sommet de l'OTAN, ça pose quand même la question de la crédibilité de notre politique sur la scène internationale, ça. Mais bien sûr, de la même façon que, je dirais, si DSK avait été élu, ça aurait posé aussi la question de notre crédibilité. Mais moi, ce que j'ai envie de dire en conclusion, c'est que le peuple français n'est pas de droite, contrairement à ce que croit Manuel Valls. Il est de droite lorsqu'on le titille sur des thèmes comme l'insécurité, la fiscalité, trop d'impôts tue l'impôt, mais il est en fait de gauche lorsqu'on lui parle de redistribution sociale, d'égalité homme-femme, et pourquoi pas de droit de vote des immigrés. Moi, je crois que cette question du droit de vote des immigrés, c'est un des grands enjeux si l'on veut effectivement redonner du souffle à la démocratie en France. Bon, voilà, ça sera la conclusion de ce premier débat d'Actu et compagnie. Paul Ariès, merci d'avoir été en ligne avec nous sur l'antenne de Sud Radio, politologue, rédacteur en chef des Indignés, auteur de Nos rêves ne tiennent pas dans les urnes, c'est aux éditions Max Millot. On va marquer une courte pause et puis on se retrouve pour le deuxième débat de la soirée. Les cadres exigent un droit à la déconnexion, une réduction effective du temps de travail, non aux mails professionnels le soir et les week-ends. Sud Radio, 19h, 20h, Actu et compagnie, Éric Champin.
Sud Radio, apprendre et comprendre, un droit à la déconnexion. C'est le nouveau cheval de bataille de la CGT. Très clairement, le syndicat lutte contre les mails professionnels traités sur des heures de repos des salariés. Marie Dompère, bonsoir. Bonsoir Eric, bonsoir à tous. Journaliste à la rédaction de Sud Radio. Alors pour bien comprendre, Marie, qu'entend-on exactement par déconnexion ? Eh bien c'est tout simplement le fait de séparer sa vie privée de sa vie professionnelle. Il faut savoir que 89% des cadres consultent plusieurs fois par jour leur mail professionnel pendant leur temps privé, 93% pendant leur congé, 82% dans leur voiture, avec tout ce que cela implique au niveau de la sécurité. Et un cadre sur deux reconnaît même répondre à des mails pour le travail le soir dans son lit, avant de dormir. Ce sont des chiffres qui datent de l'année dernière, selon une enquête réalisée par l'éditeur de logiciel Roambi. Alors la déconnexion, ce serait donc tout simplement le fait de prendre l'habitude de ne travailler que lorsqu'on est au travail et de ne pas consulter sa boîte mail professionnelle. Ça semble évident, dit comme ça. Le problème étant que l'on est quasiment tous équipés, voire suréquipés maintenant. On a tous un smartphone, une tablette, un ordinateur, voire les trois, et que ce qui s'apparentait au départ à du confort, avoir par exemple un téléphone payé par l'employeur, devient un piège puisqu'on est toujours joignable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et que du coup on se sent obligé de répondre à des sollicitations professionnelles quand on est en week-end par exemple. Alors en Allemagne par exemple, de grandes entreprises ont pris très au sérieux cette histoire, cette affaire, et des mesures concrètes sont désormais en place alors. Oui, les Allemands se sont rendus compte que de plus en plus de salariés craquaient à force de toujours penser au travail. Il y a eu, selon une étude de l'Office allemand pour la sécurité et la santé au travail, une augmentation de 40% des arrêts maladie pour cause de troubles psychiatriques entre 2008 et 2011. Du coup, chez le constructeur automobile Daimler, par exemple, un test a été effectué pendant les vacances de Noël l'an dernier. Concrètement, les mails qui étaient envoyés dans les messageries des salariés en vacances étaient effacés de ces messageries et l'expéditeur recevait un message automatique pour l'inviter à contacter une autre personne ou à renouveler sa demande une fois que l'employé serait rentré de vacances. Ça a très bien marché, tellement bien qu'ils ont renouvelé l'expérience cet été. Autre exemple, toujours dans le domaine automobile, chez Volkswagen, depuis 3 ans, on coupe carrément les serveurs entre 18h15 et 7h le lendemain matin. Comme ça, les employés n'ont pas le choix, ils ne peuvent pas répondre à leurs mails. Et puis chez BMW, les salariés organisent eux-mêmes leur temps de travail, c'est-à-dire que quand ils passent 1 heure chez eux à répondre à leurs mails, cette heure est comptée comme heure supplémentaire. Ça suppose évidemment une grande relation de confiance entre l'employeur et l'employé. Bon alors ça c'est pour l'Allemagne, mais chez nous en France, est-ce que l'on a des exemples également d'entreprises qui ont pris des mesures ? Mais il n'y en a pas beaucoup pour l'instant, même s'il y a eu un accord en avril, uniquement pour les cadres du secteur numérique qui n'ont pas d'horaire fixe. Ils ont pour obligation de décrocher des outils informatiques pour respecter la durée légale de repos minimal, qui est de 11 heures. Théoriquement, 800 000 salariés sont concernés. Dans les faits, on ne sait pas si cet accord est véritablement appliqué. Il y a aussi eu cette opération lancée par Orange cet été. La société a appelé ses salariés à passer une journée à travailler sans mail. Maintenant, il s'agit plus d'un acte symbolique puisque rien ne nous dit que les salariés n'y ont pas répondu le soir en rentrant chez eux. Chez Thales aussi, la direction a demandé aux managers de surveiller les heures auxquelles les mails des salariés sont envoyés et de mettre en place un système d'alerte sur les ordinateurs quand les salariés se connectent en dehors des heures de travail. Et alors, quand on devient malade de ces mails, qu'on ne peut plus s'en passer, on fait quoi ? Alors, le problème, c'est qu'on n'a pas toujours le choix, ou du moins, on se met en tête qu'on n'a pas le choix. On a peur peut-être de se faire reprocher de ne pas être assez réactif. Alors, la première chose, c'est de prendre conscience de cette addiction. En général, c'est l'entourage qui tire la sonnette d'alarme, qui se plaint de voir la personne, par exemple, se lever au milieu du repas pour répondre à un SMS. Et en cas de dépendance aiguë, puisque l'on parle parfois de dépendance, il existe maintenant des cures. Ça s'appelle la Digital Detox. Je ne vais pas vous mentir, en général, ça se fait dans des hôtels assez chics. Dans l'un d'entre eux, vous devez placer votre téléphone dans un coffre-fort qu'on vous rend une fois que vous rentrez chez vous. Pas de télé dans la chambre, évidemment. Elle est remplacée par des livres ou des jeux de société. Les curistes bénéficient aussi de soins, de massages du cou, des mains notamment, de toutes ces parties du corps qui sont sollicitées par les nouvelles technologies. Ça coûte assez cher, plus de 1 000 € le week-end en moyenne. Ah oui, quand même. Ah oui, alors c'est plus destiné à ceux qui sont accros au smartphone en général, pas seulement pour le travail. Mais il est vrai que de plus en plus de cadres sont clients de ce genre de stage. Reste à savoir combien de temps durent les bonnes habitudes une fois qu'on rentre à la maison. Marie Dompère, merci, journaliste à la rédaction de Sud Radio. Merci d'avoir planté le décor. Alors, on va ouvrir le débat avec Sophie Binet. Bonsoir. Bonsoir. Secrétaire générale adjointe de l'UGICT CGT. Et puis Julien Pelletier est également en ligne avec nous. Bonsoir.
Bonsoir. Responsable de la qualité de vie à l'ANACT, c'est l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Sophie Binet, à la CGT, vous demandez quoi alors concrètement ? Nous, on demande deux choses. C'est pour ça qu'on a fait deux slogans. Le premier, c'est « Halte au harcèlement numérique pour un droit à la déconnexion ». Et la deuxième chose, c'est « Halte au travail au noir, toute connexion mérite salaire ». Parce que le deuxième sujet qui a été un peu moins développé dans votre introduction, c'est que tout ce temps de travail en dehors du lieu et du temps de travail n'est absolument ni reconnu, ni rémunéré, ni encadré. Et donc, on a là un travail dissimulé massif qui touche l'encadrement et donc qui pénalise bien sûr les salariés qui ne sont pas payés, qui pénalise les cotisations sociales et l'argent qui ne rentre pas dans les caisses de chômage et de sécurité sociale. Et puis, c'est aussi des emplois qu'on pourrait créer. Donc, contrairement à ce qu'on entend souvent, les salariés ne travaillent pas 35 heures. Loin de là, c'est 39h30 pour la moyenne des salariés, plus de 44 heures pour les cadres. Et ce temps de travail officiel est bien en dessous du réel, puisqu'il ne prend pas en compte le temps de connexion, justement. Donc, c'est l'objectif de notre campagne, c'est d'avancer sur ces deux aspects. Premièrement, un droit à la déconnexion et le respect de la vie privée, du temps de repos et de la santé des salariés. Et la deuxième chose, c'est avoir une réduction effective du temps de travail des salariés et en particulier de l'encadrement. Vous dites qu'on ne respecte pas les 35 heures à cause donc des nouvelles technologies, de ces mails professionnels. Non, c'est un peu plus compliqué que ça. Les 35 heures, le problème, c'est qu'elles ne s'appliquent pas effectivement aux salariés puisque le temps de travail, je vous l'ai donné. Sauf que ce temps de travail est encore supérieur si on prend en compte les technologies. Donc, ce qu'on dit, c'est que le temps de travail, la charge de travail et l'intensification du travail ont explosé pour les salariés de l'encadrement, notamment du fait des technologies de l'information et de la communication. Julien Pelletier, comment vous accueillez cette initiative ? C'est vrai que la France ne s'est pas encore véritablement penchée sur la question, à part les quelques exemples que nous donnait à l'instant Marie Dompère. La question de l'encadrement des pratiques ou des usages des outils nomades est une bonne question. Surtout que c'est pas une question individuelle qui se limite à la relation entre son salarié et son... C'est un enjeu collectif qui renvoie à l'organisation du travail, à la qualité du travail, à l'équilibre, la vie professionnelle et vie privée. Donc, encadrer cet enjeu complexe exigerait qu'on évalue ce qui se fait aujourd'hui dans les entreprises. Quelles sont les pratiques exactes, les usages et leurs effets sur la santé des salariés et sur la performance de l'entreprise. On manque un peu de recul pour cadrer de manière claire, de sorte à optimiser à la fois la performance et le bien-être des salariés dans les entreprises. On est les entreprises à expérimenter et à évaluer ce qu'ils font avec les entreprises. Oui, Julien Pelletier, on a du mal un petit peu à vous entendre parce que la ligne n'est pas très bonne. On perd quelques mots malheureusement et on n'arrive pas à bien comprendre ce que vous voulez dire. On va réessayer. Julien Pelletier, vous pensez que les cadres sont les plus touchés, en tout cas que cette initiative serait très difficile à mettre en place dans les entreprises françaises? Non, c'est parce que j'ai dit. Alors j'ai mal entendu alors. Ouais, vous devriez essayer de m'appeler sur mon fixe. Bon, on va essayer de vous appeler sur le fixe, ça sera plus simple. Sophie Binet, secrétaire générale adjointe de l'UGICT CGT. Les cadres sont les plus touchés par ce phénomène. Oui, bien sûr, parce que en termes de temps de travail, je vous ai donné les chiffres, donc 39h30 en moyenne pour les salariés, plus de 44 heures pour les cadres, sachant que la durée maximale hebdomadaire de travail sur un temps long, c'est-à-dire sur au moins 12 semaines consécutives, c'est 44 heures. Donc ces chiffres montrent qu'en moyenne, les cadres travaillent déjà plus que la durée maximale telle que le Code du travail l'indique, sachant encore une fois que ce temps de travail est sous-estimé par rapport au réel, étant donné qu'on ne prend pas en compte le temps de connexion. Je voulais rebondir sur ce que disait l'intervenant auparavant. Je partage ce qu'il disait sur le fait que aujourd'hui, nous, si on lance cette campagne, c'est parce que cette question du temps de connexion et des pratiques des entreprises liées à l'usage du numérique, c'est aujourd'hui un angle mort. On a beaucoup de données du fait de sondages, les chiffres que vous avez donnés, nous, l'UGICT CGT, on a fait également des sondages. Par contre, il n'y a aucun chiffrage officiel de ce que ça représente comme volume en termes d'heures, de ce que ça représente en termes de pratiques dans l'entreprise, etc. Donc nous, on demande deux choses très concrètes.
La première, c'est que le Comité national de lutte contre la fraude, qui est chargé de travailler et de lutter contre le travail dissimulé et le travail au noir, prenne en charge cette question pour évaluer ce que ça représente comme temps de travail non payé, tout ce travail avec les outils numériques. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est d'avoir une négociation obligatoire dans l'ensemble des entreprises sur la question de l'usage du numérique de façon à pouvoir mettre en place des plages horaires de trêve de mail permettant de garantir le respect du temps de repos des salariés. Julien Pelletier, responsable de la qualité de vie à l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Je pense qu'on vous a retrouvé à présent. Julien, vous êtes d'accord, vous, avec cette initiative ? Je suis d'accord sur l'idée d'essayer d'encadrer les pratiques et les usages liés aux outils nomades. Est-ce qu'il faut une loi tout de suite? On connaît très peu les effets de ces usages et les pratiques. Il faudrait mieux évaluer puis expérimenter. Entre la loi qui donnerait, il faudrait une bonne loi. Une bonne loi, c'est une loi qui cadre les pratiques souhaitables, c'est-à-dire qui ont des bons effets sur la performance et des bons effets sur le bien-être des salariés. On en connaît trop peu encore sur les effets de ces outils-là. Il faudrait expérimenter. Il y a un l'accord national interprofessionnel sur la qualité de vie au travail qui a été signé il y a un peu plus d'un an par les partenaires sociaux, permet aux entreprises d'expérimenter des nouveaux modes d'organisation du travail et de nouveaux usages des technologies. On inciterait les entreprises à avoir des accords collectifs qui leur permettent d'expérimenter pour évaluer ces nouveaux outils et ces nouveaux usages avant de trop formaliser les choses. Oui, Julien Pelletier, vous avez un petit accent d'ailleurs, Julien, si je peux me permettre. Vous venez du Canada, non, du Québec ? Oui, mais il y a un moment que je suis ici déjà. D'accord. Bon, Julien, vous restez en ligne avec nous. Julien Pelletier, qui est responsable de la qualité de vie à l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Et puis nous continuons à débattre sur la question avec Sophie Binet, secrétaire générale adjointe de l'UGICT CGT. Sud Radio. Éric Champin. Actu et compagnie. Sud Radio, apprendre et comprendre la déconnexion en question. Les salariés doivent-ils bénéficier d'un droit à la déconnexion et donc d'une réduction du temps de travail? On continue ce débat avec Sophie Binet, secrétaire générale adjointe de l'UGICT CGT, et puis Julien Pelletier, responsable de la qualité de vie à l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Ils sont avec nous ce soir sur l'antenne de Sud Radio. Alors Sophie Binet, dites-moi, s'il est vrai que des salariés traitent des mails professionnels depuis chez eux, l'inverse est également possible. Il est également vrai, on le vérifie tous les jours, on va pas se mentir. Des salariés envoient des mails personnels depuis leur poste de travail. Oui, tout à fait, mais nous, avec cette campagne, on souhaite que l'autonomie des salariés et la maîtrise de leur temps de travail leur soit rendue. Donc on n'est pas du tout contre l'utilisation des nouvelles technologies. Au contraire, l'ensemble des salariés, et notamment les cadres, les utilisent beaucoup parce que c'est facilitateur pour le travail, c'est un outil d'autonomie, d'accélération des choses, d'échange, etc. Mais par contre, on souhaite pouvoir encadrer l'usage. Donc c'est bien l'enjeu de notre campagne. Et ensuite, je voulais réagir par rapport à ce que disait votre intervenant tout à l'heure. Nous, on fait des propositions très précises, mais on n'est pas pour qu'il y ait là une loi qui précise les choses par le haut. Notre campagne, elle repose d'abord sur l'avis des salariés et des constructions qui se feront entreprise par entreprise. C'est pour ça qu'on met à disposition une grande consultation pour permettre dans chaque entreprise aux salariés d'évaluer leur usage des TIS, leur temps de travail réel et de faire des propositions pour pouvoir faire évoluer les choses. Donc notre objectif, c'est d'obtenir des négociations dans chaque entreprise sur ce sujet-là. Et ensuite, comme je vous disais, on a travaillé des propositions très précises parce que effectivement, il y a des choses qui doivent bouger au niveau de la loi ou au niveau des accords de branche pour garantir le respect des temps de repos des salariés parce que c'est le fondement du droit du travail. Le fondement du droit du travail, c'est de dire que le lien de subordination entre l'employeur et le salarié doit être temporaire, que l'employeur n'a pas droit de solliciter professionnellement le salarié 24 heures sur 24. Et avec les technologies de l'information et de la communication, c'est cette question-là qui est posée. Donc le Code du travail doit affirmer très clairement que la réglementation sur les temps de repos implique que le salarié ne peut pas recevoir de sollicitation professionnelle pendant ces temps de repos. Et la deuxième chose qui doit bouger dans le Code du travail, c'est la question des forfaits jours. La France a été condamnée à plusieurs reprises
par l'Union européenne, la Cour européenne des droits sociaux sur la question des forfaits jours. Il y a un certain nombre d'accords de branche, 7 précisément, qui ont été annulés par la Cour de cassation sur cette question-là. Notre Code du travail est en contradiction totale avec la jurisprudence et avec le droit international et européen. Il doit évoluer pour protéger les salariés et garantir le respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos. Julien Pelletier, ces nouvelles technologies, elles représentent vraiment un danger pour la qualité de vie des salariés aujourd'hui ? Pour l'instant, il y a très peu d'études épidémiologiques qui font des relations directes entre l'usage des outils nomades et la santé des salariés. Par contre, il y a un faisceau de faits. Il y a une surcharge informationnelle fréquente, une surcharge de travail, des interruptions des mails, des téléphones qui perturbent l'activité du salarié. Dans certains cas, l'éloignement des collectifs de travail aussi peut désolidariser les collectifs. Donc, il y a effectivement des effets réels liés à la charge de travail, au fil à la patte, comme le disent souvent les cadres lorsqu'ils parlent de leur smartphone ou de leur ordinateur. Et certains cadres font un usage excessif de ces outils-là le soir et le week-end. C'est un fait. Ça mériterait véritablement d'être encadré. Et je suis d'accord avec Mme Binet que des accords collectifs et des expérimentations dans les entreprises, c'est la voie à suivre pour progresser. Pour progresser sur la question. Julien Pelletier, on l'a perdu. Vous êtes toujours là. Oui, je suis là. On a du mal à vous entendre. Décidément, on n'a pas de chance ce soir avec les lignes. Julien Pelletier, en tout cas, c'est la conclusion de ce débat. Merci d'avoir été en ligne avec nous, responsable de la qualité de vie à l'ANACT, Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Merci également à Sophie Binet, secrétaire générale adjointe de l'UGICT CGT. On marque une nouvelle pause. Sud Radio, Éric Champin, Actu et compagnie. Yann Marek, bonsoir. Bonsoir. Rédacteur en chef adjoint du Midi Libre. À la une demain, le futur président de la région Languedoc-Roussillon. Oui, c'est Damien Alary qui va sans doute succéder à Christian Bourquin qui est décédé la semaine dernière, comme vous le savez. Damien Alary est le seul candidat qui va se présenter pour la gauche. Et comme vous savez que la gauche en Languedoc-Roussillon est majoritaire, plus de 44 conseillers sur les 67 dont elle dispose, eh bien c'est sans doute le candidat et le seul candidat qui pourra l'emporter à une date qui n'est pas encore fixée. Et Damien Alary, le Gardois, s'est présenté à la presse pour la première fois. C'était ce matin pour montrer qu'il est toujours derrière Fraîche et Christian Bourquin dans la façon de conduire les événements en Languedoc-Roussillon. Une succession dans la continuité en quelque sorte. Yann, il y a également un gros week-end de sport qui nous attend. Ça va commencer d'une minute à l'autre sur l'antenne de Sud Radio avec ce match de rugby entre Montpellier et Castres. Oui, et c'est la bête noire pour Montpellier puisqu'on s'en souvient, lors de la demi-finale à Lille, Montpellier s'était incliné dans les arrêts de jeu face à Castres. Ce soir, c'est dans le nouveau stade, non plus Yves du Manoir, mais l'Altrad Stadium, puisque le naming, entre guillemets, a frappé. Donc, du nom du président du club de Montpellier, à Montpellier reçoit Castres. Et Montpellier aura à cœur de confirmer sa victoire la semaine dernière à Clermont face à sa bête noire. Yann Marek, merci d'avoir été en ligne avec nous ce soir sur l'antenne de Sud Radio, rédacteur en chef adjoint du Midi Libre. C'est la fin d'Actu et compagnie. On se retrouve lundi sans faute à partir de 19h. Très très bon week-end à tous.